Mauvais endroit pour tomber en panne, vieille femme. C'est ce que l'un d'eux a ricané quand un vieux chariot de Rose a heurté une dalle fissurée et s'est renversé juste devant le poste de police du district Nord, tristement célèbre pour ses agents brutaux et arrogants. Ils étaient là, en rang détendu sur les marches, gobelets de café en main, lunettes de soleil opaques et sourire moqueur. Rose n'a pas demandé d'aide. Elle n'a même pas levé les yeux. À 79 ans, cette ancienne infirmière militaire marchait encore seule chaque semaine jusqu'au marché, tirant son vieux chariot cabossé sur les trottoirs inégaux de la ville de Bellefontaine. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même depuis longtemps. Perdre son permis après un léger AVC avait été un coup dur, mais Rose n'avait pas plié. Comme pendant les pires jours au front, elle avançait, méthodique, digne. Ce jour-là, le soleil cognait fort sur les dalles. L'air vibrait autour des bouches d'égout, et chaque pas semblait soulever la poussière collée au trottoir. Rose avançait lentement, poussant son chariot brinque-ballant devant elle. À 77 ans, chaque sortie au centre-ville était une expédition qu'elle préparait avec soin. Elle avait vérifié sa liste 2 fois. Pommes, riz, une boîte de haricots, un pot de café pour tenir les soirées solitaires et les quelques médicaments que son budget permettait. Elle connaissait les horaires où les prix étaient réduits, les coins d'ombre où s'asseoir un moment et les raccourcis pour éviter les foules. Ce jour-là, elle avait opté pour le passage devant le commissariat, pensant gagner quelques minutes avant la chaleur de midi. Elle n'avait pas anticipé le piège d'une plaque de béton mal posée, ni l'accroc brutal du roulement avant droit de son vieux chariot. Le bruit sec du métal brisé, le choc, puis le basculement. Elle tenta de retenir les sacs, mais l'élan fut trop fort. Le contenu s'éparpilla sur le sol, dans un fracas qui résonna comme une alarme. Une pomme roula paresseusement jusqu'aux bottes d'un agent en uniforme. Il la fixa, puis, d'un mouvement lent, calculé, l'écrasa sous son talon, la pulpe jaillissant comme une moquerie silencieuse. Des éclats de rire jaillirent autour de lui, tranchants, moqueurs, vides de toute compassion. « T'as pris le mauvais raccourci depuis la maison de retraite, mamie ?» lança un autre, portable à la main, caméra déjà active. D'autres agents s'esclaffèrent, filmant la scène avec un plaisir cruel. Les gestes étaient familiers, des humiliations ordinaires, celles qu'on pense sans conséquence. Rose s'est accroupie lentement, chaque articulation protestant. Elle ne dit rien. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de fatigue accumulée. Elle ramassa une boîte cabossée, remit un pot de café dans un sac plastique déchiré. Un sachet de riz s'était éventré, libérant son contenu sur le trottoir comme un sable inutile. Aucun geste ne vint à son secours. Pas un mot, pas une main tendue. Le silence s'est installé. Pas celui du respect, celui du spectacle qui s'éternise. Puis elle a sorti un ruban de sa poche, une vieille bande élastique roulée sur elle-même pour tenter de rattacher une roue pendante. Ses doigts noueux témoignaient d'un autre temps, celui où elle posait des garrots sous le feu, où chaque geste précis pouvait sauver une vie. Mais ces policiers ne voyaient qu'une vieille femme, lente et fragile, dans la lumière crue de midi. Un jeune sergent, lunettes miroir sur le nez, zoomait avec satisfaction sur son téléphone. « Ce sera parfait pour TikTok », grommela-t-il. La tortue de Bellefontaine. Le surnom fit mouche. Les rires redoublèrent. L'un d'eux siffla en ricanant. Un autre fit semblant de l'aider pour mimer un dos cassé, provoquant de nouveaux éclats. Rose resta muette, digne. Elle attachait son sac de pommes avec patience. Puis le silence changea. Il ne venait plus de la lassitude ou de l'ennui, mais d'une tension soudaine, presque électrique, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Les portes vitrées du commissariat s'ouvrirent dans un soupir. Le claquement discret des talons parfaitement cirés résonna comme un glas. Tous les regards se tournèrent d'un même mouvement. Sur les marches, droit comme un pilier de granit, se tenait un homme en uniforme sombre. Galons dorés sur les épaules, casquette roulée sous le bras. Regard d'acier, mâchoire serrée. Le commandant Jules Marceau. Un nom qui portait son propre silence. On disait qu'il ne haussait jamais la voix, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il descendit les marches, lentement, chaque pas mesuré. Les agents se redressèrent instinctivement, comme des gamins pris la main dans le sac. Il n'avait pas encore parlé, mais son regard suffisait. Marceau s'arrêta devant Rose. Elle releva les yeux.
Il n'y avait ni peur ni supplication dans ce regard, juste une présence, une densité que les ans n'avaient pas émoussée. Il vit d'abord la médaille, attachée à la manche élimée de sa veste, croix du service militaire volontaire, peu commune. Puis, son attention fut attirée par une plaque d'identité tombée du sac entr'ouvert. Il se pencha, la ramassa. Rose Delma, infirmière de terrain, opération Daguet, 1991. Il resta un instant figé. Ce nom, cette opération, il connaissait. Il avait lu des rapports, entendu des récits. Il savait ce que cela impliquait. « Vous étiez militaire » demanda-t-il, voix grave, lente, sans menace. « Je le suis encore, capitaine » répondit-elle simplement, juste à la retraite. Derrière lui, le silence se fit plus dense, presque palpable. Les téléphones descendirent, comme si leur poids avait soudain doublé. Certains agents reculèrent d'un pas, les épaules contractées, les traits figés. On aurait dit que les mots de Rose leur avaient traversé la poitrine, atteignant une vérité enfouie qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Les visages, un instant moqueurs, devinèrent pâles, raides, comme pris sur le fait au moment précis où l'irréparable se fait. Il y eut des déglutitions nerveuses, des poings qui se serrèrent sans raison apparente. Une honte confuse commençait à ramper dans leur posture, à coloniser leurs gestes. Le capitaine Marceau se tourna lentement vers eux. Il n'avait pas bougé jusque-là, comme figé par l'étendue de ce qu'il venait de voir. Son regard n'était pas celui d'un supérieur déçu ou en colère. C'était pire. C'était celui d'un homme qui venait d'assister à un échec fondamental, un naufrage moral dont il ne pouvait détourner les yeux. Dans sa main, il tenait toujours la plaque, entre deux doigts, comme une preuve. Pas une médaille, pas un symbole, une vérité. « Vous vous amusez à humilier une vétérane » demanda-t-il, chaque mot claquant comme une gifle. Son ton était plus tranchant que les vitres du bâtiment, plus froid aussi, plus juste. Personne ne répondit. Le silence devint insoutenable, tant il révélait ce que personne ne voulait admettre. Les regards s'étaient détournés. Personne n'osait soutenir celui du capitaine, ni celui de Rose. Un flottement étrange, presque irréel, suspendait le temps comme dans les secondes qui précèdent un orage. Puis, une voix timide, presque tremblante. « J'ai une trousse dans mon coffre, je peux peut-être réparer la roue. » Un jeune adjoint s'était avancé. Il avait à peine 20 ans, peut-être moins. L'uniforme semblait encore trop grand pour lui. Il ne regardait pas Rose dans les yeux, mais son ton était sincère. Il se pencha sans attendre de réponse, sortit la trousse, ouvrit le capot du fauteuil. Ses gestes étaient maladroits, mais pleins d'intention. On aurait dit qu'il réparait quelque chose en lui-même. Ce fut le point de bascule. Un lieutenant détacha sa radio de l'épaule, le geste sec mais déterminé, et appela quelqu'un du garage. Il n'avait pas l'air de le faire pour se racheter. Il le faisait parce que c'était la moindre des choses. Un autre agent de permanence alla chercher un tabouret qu'il posa derrière Rose, sans un mot. Un troisième, silencieux, tendit une bouteille d'eau. Rose la regarda une seconde, avant de refuser d'un simple mouvement de tête. Elle n'était pas venue mendier. Elle tenait encore à sa dignité, même si elle vacillait parfois. En quelques minutes, la scène s'était transformée. Le ridicule s'était effacé, avalé par un mélange de gêne, de respect mal formulé et d'une forme nouvelle de gravité. Ceux qui, quelques instants plus tôt, riaient à ses dépens, démontaient désormais les roues de son chariot, les nettoyaient avec application, vérifiaient chaque vis. Le métal grinçait doucement sous les mains tachées de graisse. L'un d'eux utilisait un chiffon imbibé d'alcool à friction pour enlever la rouille. Un autre resserrait les vis avec une clé Allen trouvée dans un atelier voisin. Personne ne parlait. On n'entendait que le frottement des outils, les respirations retenues, et parfois un soupir qui disait plus que des excuses. Rose restait droite. Elle ne remerciait pas. Elle regardait. Elle enregistrait. Elle savait que ce n'était pas le moment de pardonner. Peut-être que ce moment ne viendrait jamais. Mais elle voyait les mains sales, les regards baissés, les gestes maladroits. Et cela comptait. Marceau lui fit un signe. Il n'avait pas bougé jusque-là, restant à l'écart, comme s'il laissait les autres confronter ce qu'ils avaient fui trop longtemps. Il la regardait avec une gravité silencieuse. Elle hésita. Un pas, puis un autre. Elle hocha la tête et le suivit. Ils marchèrent côte à côte à travers les couloirs du commissariat. Le silence y régnait comme s'il s'était infiltré jusque dans les murs.
Chaque pas résonnait sur le parquet ancien. Un vieux poste de radio grésillait dans un coin, diffusant un air oublié, presque irréel dans ce contexte. Quelques agents levèrent les yeux. Aucun ne parla. Aucun ne détourna le regard. Ils suivaient la scène sans oser intervenir. Marceau poussa la porte d'une petite salle de pause. Une lumière blafarde s'échappait d'un néon clignotant. Une table, 2 chaises, une cafetière poussiéreuse dans un coin. Il posa doucement sa plaque sur la table. Elle tinta faiblement. Ce son fragile brisa le silence. Il se redressa, inspira profondément, puis parla avec une lenteur qui n'était pas hésitation, mais précision. « Je vais vous demander pardon, Madame Delma. » Il marqua une pause. Son regard ne fuyait pas. « Pas au nom de l'institution. En mon nom. » Un autre silence, mais cette fois chargé d'émotion, pas de gêne. J'ai vu pire que l'arrogance, mais rarement aussi nu et rarement aussi indigne. Rose ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la pièce. Une cafetière ébréchée, une pile de dossiers oubliés, une plante en plastique couverte de poussière. Tout semblait fatigué ici, comme si le lieu lui-même portait les traces des journées trop longues et des excuses jamais prononcées. Elle prit une gorgée d'eau, ses doigts encore engourdis par le froid. Elle posa lentement le gobelet sur la table. « L'honneur ne dépend pas d'un uniforme, dit-elle enfin, mais de ce qu'on en fait. C'est ce que j'ai appris là-bas. » Elle n'avait pas dit où était là-bas. Elle n'avait pas besoin de le préciser. Marceau hocha lentement la tête. Il quitta la pièce un instant. Lorsqu'il revint, il tenait un sac en toile et quelque chose de soigneusement plié. Il posa le tout devant elle, avec une pudeur rare. Ce n'est pas un uniforme, mais c'est à nous de reconnaître les vrais. Il déplia un gilet noir, sobre, sans un signe officiel. Juste un mot brodé en lettres dorées dans le dos. Respect. Rose caressa le tissu du bout des doigts. Son regard resta sec, mais ses mains tremblaient davantage qu'à son arrivée. Une émotion sourde montait, plus forte que les années, que les douleurs, que l'oubli. « Merci, » dit-elle simplement. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, son chariot entièrement réparé, renforcé, nettoyé, l'attendait dehors. Les roues brillaient, la poignée n'avait plus de jeu, et à l'arrière, on avait ajouté un petit drapeau en tissu, cousu à la main, reprenant les couleurs fanées d'un insigne qu'elle n'avait plus porté depuis des décennies. Autour, les policiers s'étaient alignés, casquettes ôtées, tête baissée. Personne n'avait donné l'ordre, mais tous avaient compris. Un agent, sans dire un mot, accrocha une petite lampe LED au chariot. Une autre glissa dans la poche latérale un kit de premier secours. Un jeune, nerveux, ajouta un coupon avec un numéro de téléphone écrit à la main, en cas de besoin. Marceau s'approcha. « On vous raccompagne, Madame Delma. » Elle ne répondit pas. Elle reprit sa marche, chariot silencieux derrière elle. Mais lorsqu'elle traversa l'intersection, 4 véhicules de service roulaient lentement en file derrière elle, gyrophares éteints, feux de détresse allumés. Un cortège improvisé, sans musique ni insigne. Les passants s'arrêtaient. Certains filmaient, d'autres se taisaient simplement. À cet instant, le silence avait plus de poids que n'importe quel discours. Il disait tout. L'humiliation, la réparation, la reconnaissance. Arrivés devant son immeuble, les policiers formèrent une haie. Rose passa lentement entre eux, tête droite, pas assurée. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, dit Marceau. Vous venez ici. Vous êtes chez vous. » Le lendemain matin, une petite plaque de laiton était fixée à droite de la porte du commissariat. Personne ne savait qui l'avait commandée, mais personne ne la retirait. Elle disait « Ici, le respect se gagne. » Et il se garde. À partir de ce jour, chaque fois que Rose Delma passait devant le poste du district Nord, quelque chose d'inattendu se produisait. Les conversations cessaient, les portables se rangeaient, les casquettes se levaient. Une rangée silencieuse se formait. Elle ne s'arrêtait jamais. Elle n'avait pas besoin de salut. Son dos droit sous le gilet noir brodé suffisait à tout dire. Au fil des semaines, les visites de Rose se firent plus rares. Certains crurent qu'elle déménageait, mais ce n'était pas le cas. Elle allait simplement plus lentement. Un jour, elle s'effondra devant la boulangerie. Un passant appela les secours. L'ambulance arriva, mais le regard de Rose restait tourné vers quelque chose que personne ne voyait. À l'hôpital, les médecins parlèrent d'un cœur fatigué, d'années d'efforts, de solitude, de froid dans les os. Marceau vint lui rendre visite. Elle ouvrit les yeux en l'entendant entrer, tenta un sourire. « On se bat, dit-elle.
même quand il ne reste que les souvenirs. Vous n'êtes pas seul. Je ne l'ai jamais été. Pas vraiment. Quelques jours plus tard, elle s'éteignit, paisiblement, sans bruit. Un carnet était posé sur sa table de chevet. À l'intérieur, une lettre manuscrite. À ceux qui m'ont vu, enfin, je vous rends ce silence que j'ai porté si longtemps. Vous m'avez offert plus qu'un hommage. Vous m'avez redonné un nom. Merci. Ne me cherchez pas dans les cimetières. Je suis dans chaque regard droit, chaque parole tenue, chaque acte de respect. Continuez. Le jour de ces funérailles, des centaines de personnes se présentèrent. Des inconnus, des policiers, des anciens camarades de combat, des enfants du quartier. Marceau prit la parole. Il parla sans note, la voix serrée. Elle n'a jamais exigé la reconnaissance. Elle a marché, jusqu'à ce que l'honneur la rattrape. Le cercueil fut recouvert du gilet noir, brodé d'or. Ce n'était pas un drapeau, mais pour tous ceux présents, c'était mieux qu'un insigne. C'était un serment. Cette nuit-là, un graffiti discret apparut sur le mur derrière la plaque du commissariat. 3 mots en lettres sobres. Marche. Tiens. Transmets. Personne ne l'effaça, parce que certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la mémoire. Parce que certains héros ne réclament rien. Ils marchent. Et parfois, quand ils ne sont plus là, on comprend enfin pourquoi il ne fallait jamais détourner les yeux.